Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris-Île-de-France, épisode 33 aujourd'hui. Vous nous écoutez en podcast audio sur les plateformes comme iTunes ou encore Spotify, en vidéo aussi sur notre chaîne YouTube. Salut à tous les viewers d'ailleurs. D'ailleurs, quel est le mot d'ordre? Abonnez-vous. On vous l'a dit, je vous le répète, parce que en fait, on m'a appris un truc, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent: pourquoi il est tout le temps en train de nous dire abonnez-vous, puisque je suis déjà abonné? Alors qu'en fait, vous n'êtes pas abonné. Alors abonnez-vous, regardez bien, appuyez, cliquez et faites passer aussi. Faites des passes D et faites découvrir à votre communauté. Ça nous fera bien sûr chaud au cœur et ça va un peu bouger les algorithmes. En plus, aujourd'hui, c'est un épisode, comment dire, c'est un peu tu pourrais mettre du Bad Bunny, là tu pourrais un peu danser. J'ai découvert ça hier soir à 2h du matin, enfin cette nuit à 2h30 du matin. C'était fort sympathique. Oui, je sais, je suis un vieux, je connaissais pas. En tout cas, c'est un épisode historique parce que débrief historique d'un match historique, d'une claque historique. Aujourd'hui, j'ai envie de chambrer. Comme l'a dit Ousmane Dembélé, au moins les supporters vont arriver chez eux ou au boulot avec le sourire. C'est vrai Ousmane, on a la banane, on est heureux. Et moi je me sens léger, mais je suis un peu déçu. Oui, je suis déçu. Franchement les mecs, 5-0 c'est bien, c'est pas mal. Mais 6, 7, 8, il y avait moyen, parce que le crossbar challenge à la fin, là, en train de taper les barres, vous avez peut-être gagné une voiture, mais nous, ça nous a fait passer par des émotions, on avait envie de plus. Moi, je suis désolé, ce matin, je me suis dit, mais c'est pas vrai, on aurait pu en mettre 6 ou 7. Donc voilà, un tout petit peu déçu, mais bon, allez, c'est bien parce que on vous aime beaucoup et qu'on vous remercie, surtout de nous avoir remis la Tour Eiffel au milieu de la carte de France. Ça nous fait vraiment du bien, messieurs. Et vous savez quoi? Pas de titre aujourd'hui, juste cadeau, régalez-vous. Thiago, le petit extérieur de jeu, c'est pour maintenant Nuno Mendes, petit ballon pour Dembélé, la frappe, le petit goal, quel extérieur du pied de la part de Désiré Doué qui déclenche tout pour Nuno Mendes, débordement côté gauche, le centre au deuxième poteau pour Ousmane Dembélé, trop facile, mais le premier. Voilà ce qu'on veut, Ousmane. C'est ça, un patron. Il n'y a pas hors-jeu du tout. Ça va peut-être passer pour Ousmane Dembélé. Il s'est planté, Balerdi. On va pouvoir récupérer ce ballon. Ousmane Dembélé en provocation. Le passement de jambe. Ousmane Dembélé s'il met en retrait. C'est bon. Ousmane Dembélé, c'est pas une passe en retrait. C'est une frappe forte dans un angle complètement improbable. Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Oh le travail. Et là j'ai quand même un mec en tribune présidentielle qui est torse nu, qui vient d'en jeter son t-shirt. Qu'est-ce qu'il a fait? Impressionnant. Énorme. Alors, la défense, attention avec Bradley Barcola qui tente de servir peut-être. C'est pour João Neves qui va y aller tout seul. Petit ballon contre son corps. Félicitations à Facundo Medina qui entre dans la danse ce soir avec le Paris Saint-Germain. C'est cadeau, plaisir d'offrir avec cette tête, ce centre en fait, ce ballon touché par João Neves qui veut cadrer. Et là, on a Facundo Medina qui arrive à l'arrache et qui met ce ballon de la tête. Oh, Nuno Mendes qui récupère le ballon à nouveau. Nuno Mendes, il va déclencher. Nuno Mendes en profondeur. C'était maintenant un ballon qui va être récupéré par Bradley Barcola qui donne Ousmane Dembélé. Ça arrive sur Kvaratskhelia. C'est magnifique. La reprise de volée, elle est somptueuse. Goal. Marseille à la tête de la cuvette. Goal. On y va courant. Exceptionnel. Incroyable. Elle est magnifique. Je te dis que lui, elle allait faire du bien en rentrant là. Corguigny là. Oui. 5 buts à 0. Le contrôle. Pied droit, Roslar met sur le pied gauche et la frappe à terre. 5 buts à 0.
Ballon perdu par qui? Par Medina. Merci monsieur. Passe décisive de Medina. 100% PSG, la tribune. C'est mieux que les titres, ça. Qui compose l'équipe du jour? Matt Ford de Nice Matin SoFoot, Ilyes Peters de 90 minutes et Romain Bédouc de Ici Paris, Île-de-France. Messieurs, bonjour. Bonjour. La voix, ici la voix. Matt est heureux, Matt a le sourire. Bienvenue, les amis, heureux de vous retrouver. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-0, et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on aurait pu en mettre 6, 7 ou 8. Quand je vois les analystes marseillais qui disent « tu t'imagines, on aurait pu en prendre 9 ou 10 ». Eh oui, la deuxième mi-temps était vraiment la régalade. En tout cas, merci au doublé d'Ousmane Dembélé, merci à Kvaratskhelia, merci à Kanguinli, les rentrants. On en parlera sûrement dans ce podcast. Et puis, on parlera aussi de ce but contre son camp de Medina. En tout cas, le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-0. La réponse a été nette, claire, précise. Avant de faire le tour du j'aime pas, Mathieu, un petit kiff comme ça sur un classique, toi, notre historien, notre bible PSG, c'est un petit moment qu'on n'avait pas pris notre pied comme ça sur une rencontre face à l'OM. Il y avait le 5-1 au Vélodrome, là, sous Emery, je crois. Ouais, c'était juste après le 4-0 face au Barça, c'était dingue. Ouais, il y avait des buts exceptionnels, dont celui de Matuidi. Moi, personnellement, j'avais énormément kiffé le but de Fiorez à la dernière minute au Vélodrome. Mais éparpillé comme ça façon Pulse, j'ai pas de souvenir. Même sous Ibra, il n'y a pas eu de démonstration comme ça de puissance. Et puis là, en plus, ce qui est kiffant, c'est qu'on l'a pas trop senti venir non plus, quoi. Je savais pas trop où on allait, mais je pensais pas qu'on allait leur en mettre une valise comme ça. Et puis il y a vraiment 8 classes d'écart et ouais, c'était hyper kiffant, quoi. Je ne trahirai pas la conversation WhatsApp, car des choses sont dites sur cette conversation WhatsApp de Il a dit, la je le tribune. sens pas, Mathieu. Mais oui, on a eu Voilà. vers Moi, je trahis, moi. En fait, pour expliquer, je balance la compo. En fait, quand je reçois la compo, je l'envoie sur le groupe de la tribune. Et là, tout de suite, Mathieu nous dit, je ne la sens pas ce soir. Eh bien, écoute, n'hésite pas à nous le dire plus souvent dans le groupe. Ça veut dire que ça va bien se passer pour le Paris Saint-Germain. Ilyes, justement, c'est vrai qu'on avait un petit ressenti avant le match. On se disait sur quel PSG on va tomber et quelle attitude. Et la réponse, elle a été magnifique. Ouais, complètement. On savait pas trop à quel type de match s'attendre. C'était difficile à anticiper comme type de rencontre parce que 2 fois depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain avait été bousculé face à cet Olympique de Marseille. Le trophée des champions, il n'a pas été gagné facilement. Le classique au Vélodrome en début de saison, il a même été perdu. Il y a eu des matchs coup près et des affiches qui ont été lors desquels le PSG a été en difficulté cette saison. Donc ouais, on ne savait pas vraiment sur quel PSG on allait voir ce soir. Finalement, on a peut-être eu le meilleur de la saison en Ligue 1. Le meilleur de la saison Ligue 1, Romain ? Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est celui où tout s'imbrique comme il le faut. En tout cas, c'est parce que on a eu des prestations collectives qui étaient plutôt bonne dernièrement, mais il y avait ce truc de la finition qui faisait que le résultat n'allait pas. Et là, en fait, dès que tu as une finition qui arrive rapidement, t'as tout qui s'enchaîne. Quand le PSG mène 2-0 dans n'importe quel match, tu sais que la rencontre est plutôt tranquille parce que tout le monde va être plus relâché, parce que en face ils vont encore plus se découvrir, et s'ils se découvrent encore plus, tu peux encore plus les punir. Donc oui, je pense que les buts en première période, ils ont amené cette folie, cette possibilité de pouvoir s'imposer largement. Et puis il y a un truc aussi, c'est que on voit, et c'est normal, on voit tout avec le prisme PSG. Mais en face, il y a un truc. Et en face, c'est une équipe qui a des failles, et c'est une équipe qui va pas bien et qui sort d'un trauma de fou en Ligue des Champions. Et en fait, tu as su exploiter ça. En fait, tu es tombé face à une équipe qui était pas bien et tu leur as mis la tête sous l'eau comme tu avais envie de le faire, quoi. C'est l'un des plus gros cartons de la saison. C'est le plus gros carton dans un classique. On le rappelle, c'est la première fois c'était le 112e PSG-OM de l'histoire. On sait que tout a basculé à partir des années 90 dans la tension et la dramaturgie. Et ce Paris Saint-Germain-là, se retrouve avec ce score de 5-0. Il y en avait eu un en 1978 de 5-1. Mais depuis, on n'avait pas eu... Il y a eu le Vélodrome, le 5-1 là-bas. Ouais, mais là, t'as pas pris de but. Même à la fin du match, j'étais là, pourvu qu'on prenne pas de but, parce que je voulais vraiment... Effectivement, à la fin du match, on était quand même
plus proche du 6 ou du 7e que du but de l'OM. Mais on a eu un peu l'effet, je sais plus qui est le débatteur dans cette émission, que vous avez dit que ça allait être l'effet ketchup à un moment donné. La bouteille, tout allait sortir pour les buts. Et c'est vrai qu'on a eu enfin tout ce qu'on voulait pour le Paris Saint-Germain. Félicitations, bien évidemment, aux supporters de l'OM, puisque cette saison, ça va être le 4e carton de la saison. Il y a eu Brest, il y a eu Leverkusen, il y a eu Toulouse, pardon. Il y a eu Rennes aussi, non ? Ouais, il y a eu Rennes aussi, effectivement, 5-0. Et donc, il y a ce 5-0 face à un Olympique de Marseille bien maigre, mais ça... côté. Voilà, on en rigolera aussi pendant cette émission, mais puisque certains voulaient mettre des j'aime à Baléardi ou encore Facundo Medina, on va déjà parler de nos troupes et on va commencer avec toi, Ilyes, pour commencer avec ton j'aime. J'ai aujourd'hui décidé de proposer de revenir à la vieille formule, un j'aime et un j'aime pas, c'est pas ou mais et ça peut être même un j'aime et un j'aime. Voilà, parce que franchement, pour aller nous trouver des j'aime pas sur un match comme ça va être un peu compliqué. Ilyes, à toi, tu commences avec un j'aime. Bon, je ne fais pas dans l'originalité. J'aime évidemment la grosse prestation d'Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé hier, qui a mis les siens devant dès le début de match à la conclusion de cette superbe action collective. Nuno Mendes lançait parfaitement la reprise de Dembélé. Mais je voudrais parler, en plus de son doublé merveilleux, de son attitude. Dans son pressing, j'ai revu des séquences qui m'ont rappelé le printemps de l'an passé. La pression qu'il a mis sur Delange, tout le match incessante jusqu'à sa sortie, je crois, à la 77e. On revoit du Dembélé qu'on voyait en deuxième partie de saison dernière, donc c'est de bon augure. On se demandera tout à l'heure si ce match a été un déclic pour la saison collective du PSG. On y répondra. Je pense en tout cas que ce match peut être un déclic sur la saison individuelle d'Ousmane Dembélé. On lui a posé la question hier justement et sa saison peut être relancée justement à partir de ce classique-là. J'aime aussi son altruisme et sa vista. On en a parlé juste avant, mais pour moi, la passe décisive qu'il fait sur Kvaratskhelia sur la reprise magnifique, c'est énorme. Qu'est-ce qui t'a choqué dans cette passe ? Son positionnement et surtout le fait de servir son coéquipier qui est dans son dos comme ça sans regarder en une touche de balle. Bon, le ballon monte très haut, c'est compliqué. Kvaratskhelia fait aussi un geste exceptionnel. Mais il prend l'info bien avant, il sait déjà qu'il est dans son dos avant même de recevoir le ballon. Le contre, il est parfaitement géré, il perd pas le temps d'avance. Et voilà, après, il faut quand même un superbe geste de Kvaratskhelia pour finir. Mais la grosse prestation d'Ousmane Dembélé au meilleur moment, je pense, de la saison. On est à 10 jours du barrage de Ligue des Champions. Donc vraiment des signes très rassurants. Luis Enrique en avait parlé. Quand Dembélé est à 100%, ça n'a pas été le cas toute la saison. Il est toujours très bon. Hier, on a eu du très très grand Dembélé. Est-ce que c'était la réponse attendue, Mathieu, par beaucoup ? Moi, je sais que dans cette émission, la semaine dernière, je lui ai mis un taquet en disant qu'on n'en pouvait plus. Et j'assume totalement ce que j'ai dit parce que moi, il y a un moment donné, il devait prendre ses responsabilités. Il les a prises hier soir. Ah bah oui, on avait l'impression qu'il avait toujours pas lancé sa saison. Je sais plus si c'est à Auxerre ou Strasbourg, il fait une entrée vraiment catastrophique. Contre Newcastle, il est pas bon et on avait presque le sentiment d'avoir retrouvé le Dembélé qu'on voulait pas voir, c'est-à-dire celui de Barcelone, souvent blessé, souvent sur courant alternatif. Et quand il fait un match comme hier, sa prolongation elle devient plus facile à négocier, j'imagine. Et oui, c'est un joueur comme ça qu'on veut, un joueur qui joue simple, qui est déroutant, qui met des buts, qui fait des passes, qui vient chercher les balles, qui décroche. Enfin, le joueur qu'on a vu hier, c'est un joueur létal et qui te change toute la physionomie de l'équipe. Donc maintenant, parce que contre lui, il avait fait un bon match, pas de ce calibre, mais il avait fait un bon match aussi. Est-ce que c'est le début de quelque chose ou c'est juste un sursaut sans lendemain ? Faudra voir, mais il arrive au bon moment parce qu'on a des échéances assez compliquées en février qui peuvent déterminer la suite de la saison. Et quand tu as un joueur comme ça, franchement, ça change tout. Parlons de ce deuxième but. Alors, parlons de ce qu'il a fait, ce massacre. Non, mais c'est bien parce que il y a des enfants qui regardaient un but comme ça. Visiblement, le but contre Lille n'était pas assez beau pour être le but du mois en Ligue 1. Mais c'est fou, donc Romain. Là, ils vont nous trouver un genre de plat du pied quelque part à Angers, mais non, à le Toulouse. Le beau lobe à Angers de ce week-end. Ouais, voilà, ils vont nous trouver un truc. Comme ça, ils vont pas pouvoir le mettre but du mois non plus. Et puis voilà. Et puis on aura 2 buts de Dembélé qui seront pris dans le prix Puskás, mais on n'aura pas de but du mois en Ligue 1. C'est pas grave. Non, oui, c'est dingue, mais c'est
c'est la première fois qu'il enchaîne vraiment cette saison. Je me suis amusé pour la chronique de ce matin à regarder l'enchaînement des matchs de Dembélé depuis le début de la saison. Ça a fait 5 matchs, 4 matchs, et à chaque fois c'était entrecoupé de périodes où soit il était malade et il en rate 2 ou 3, soit il a eu sa blessure à la cuisse, donc il a jamais véritablement pu enchaîner, et là il a joué tous les matchs de 2026, il a participé à tous les matchs de 2026. Alors il y a des matchs où effectivement ça a été un peu moins bien, notamment les entrées dont parlait Mathieu. Le match contre Newcastle, c'est là au moins où il m'a le plus déçu, mais ouais, on retrouve des trucs. Et effectivement, Dembélé, il a besoin d'être à 100% pour que son jeu entier se déploie. Et c'est pas un joueur qui, quand ça va moins bien, il arrive à trouver un petit truc qui fait qu'il va sortir du lot. Non, il a besoin que tout soit d'équerre, que tout soit au niveau, et notamment au niveau physique, pour que sa magie opère. Parce que sa magie, elle vient des dribbles qu'il provoque, mais ça vient aussi du pressing qu'il peut faire, de la concentration qu'il a. Et effectivement, hier, il y avait des réflexes dès que Delange touchait le ballon. Il y avait des réflexes où Dembélé qui sprintait directement, et en fait tu sens qu'il est beaucoup plus concentré sur tout, et donc dans sa finition il est aussi beaucoup plus concentré, notamment sur le premier but avec la passe de Nuno Mendes, et puis après avec la confiance il te fait des gestes magiques, quoi. Et à rappeler qu'il est passé meilleur co-buteur du Paris Saint-Germain avec Bradley Barcola, avec cette double réalisation hier soir contre l'OM. Tu voulais juste réagir court, Ilyes? Oui, très court, parce qu'on parle de Dembélé, mais hier il n'a pas tant d'occasion de ça finalement. Il a ses deux buts, mais il ne s'est pas créé vraiment plus d'occasions que ça. Et on parlait du manque d'efficacité du PSG hier. Le réalisme de Dembélé traduit que les problèmes ont été envolés, au moins pour hier soir. Tiens, sur les réseaux et sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous mettre le but que vous avez préféré. Est-ce que vous avez préféré le but construit et finalement ce face-à-face extrêmement létal et où il y est allé, ou est-ce que vous avez aimé le jeu de massacre? Vous mettez ça dans vos commentaires, dans le chat. Et puis juste vous dire, puisque Ilyes a bien fait de le souligner, comme j'ai pas donné les titres, on s'est mis les buts comme ça, là on s'est fait plaisir. Sachez que dans le programme, j'ai un PSG-OM. Est-ce que c'est un déclic à la Manchester City? Mendes. On refait le sommaire. J'ai complètement oublié. Mendes, est-ce que c'est le Hakimi de 2025? Et les premières minutes de draw, est-ce que vous les avez trouvées intéressantes? On va... L'OM, vous êtes vraiment des petits de ce que vous avez fait contre ce gamin de 18 ans. Mais ça, c'est autre chose. Les amis, on va se retourner vers Mathieu. Juste un truc, si vous regardez cette émission, parce que depuis tout à l'heure, je suis assez troublé. Si vous regardez cette émission en vidéo et que vous regardez Romain Bédouc, ne vous inquiétez pas et n'essayez pas de changer le contraste de votre télé pour vous dire, mais c'est pas possible, il y en a un qui est plus orange que les autres. Non, en fait, le mec est parti en vacances 2 semaines à nous envoyer des photos. Oui, moi, indécente. Non, attendez. Moi, scandaleuse. Je n'ai pas coupé de septembre à mi-janvier. Que c'est dur. Je suis pas parti pendant 2 mois pendant le mois de décembre avec Noël et jour de l'an, monsieur Salomon. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis resté à Paris pour faire le ménage. Mais en tout cas, voilà. On prend un peu de bon temps. Voilà. Si jamais, mettez des lunettes de soleil, peut-être ça filtrera un petit peu. Il nous a ramené du soleil dans ce studio. Mathieu, avec toi, ton j'aime s'il te plaît ou un j'aime pas comme tu le sens. J'aime bien la une de la Provence, hein. Ils ont mis nul avec un S, ça m'a fait beaucoup rire. Je trouve que ils ont dû bien chercher le titre hier soir, ça devait être bien sympathique à la rédaction. Non, mais j'ai bien aimé le match de notre ami Bradley Barcola, même s'il termine, je crois, sans passe, sans but. Mais je trouve que c'est quand il joue dans cet état d'esprit qu'il fait autant de différence, parce que franchement, il a fait de Timothée Weah son clébard, c'est terrible. Et quand il est comme ça, dans la profondeur, dans la capacité de percussion, même dans le jeu, la tête levée, je trouve presque il est insortable de cette équipe, quoi. Il fait vraiment très très mal, et c'est ce joueur-là qu'on a envie de voir. J'aurais bien aimé qu'il marque, parce que ça lui aurait fait du bien pour la confiance, mais hier, il gâche pas tant que ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fout un bordel dans cette défense? Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé son match. Et j'espère aussi que ça va servir de déclic pour la suite et qu'il va se rendre compte que ça peut être un joueur extrêmement déstabilisant et qui peut faire des dégâts mais terribles sur les défenseurs adverses. Yes. Oui, complètement d'accord. Barcola qui méritait clairement son but hier. Moi, j'ai toujours ce petit souci quand un attaquant, un ailier se procure autant d'occasions. Est-ce qu'on souligne sa bonne prestation par le danger qu'il a apporté, par toutes les occasions qu'il s'est créées, ou est-ce qu'on met plutôt en avant l'inefficacité de son dernier geste? Moi, je suis plutôt d'accord. Je trouve qu'il a fait une grosse prestation hier. On en avait parlé il y a quelques jours.
Barcola, quand il y a des espaces, hier on a vu la défense de l'OM se liquéfier progressivement, il a tiré profit de tous les espaces et plus globalement, je trouve que le PSG a parfaitement géré la plupart de ces situations qui sont allées au bout, qui ont été jusqu'à la frappe en fait. On a vu, j'ai vu ce matin qu'il y avait 4,14 expected goals pour le PSG. Donc voilà, pour revenir à Barcola, je suis un poil frustré qu'il n'ait pas eu son but. Désiré Doué aurait peut-être mérité aussi. Mais ouais, très très bon match de sa part. Quand ces deux-là se mettent au service du collectif, c'est ce qu'on attend d'eux. Finalement, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que. Parce que là, je mets Barcola et Doué dans le. Ouais, je suis un peu. Je t'avoue que hier, quand il est sorti, je me suis dit, ok, des matchs de Barcola comme ça, j'en prends tous les jours. Il y a pas de problème, même si il noircit pas la feuille de stats, c'est pas grave. Et puis en fait, je me pose la question est-ce que je pense ça parce que le PSG a quand même gagné 5-0? Ou est-ce que je pense ça globalement? C'est-à-dire que s'il y avait eu 0-0 et que Barcola était sorti à la 75e comme ça, après avoir... Parce qu'il a quand même quelques ratés, hein. Il y a un poteau, il y a un genre de face-à-face où il contourne et puis tire finalement à côté. Ouais. Enfin, il y a encore des ratés de la part de Barcola. Mais effectivement... J'adore la manière dont il a provoqué, j'adore l'attitude qu'il a eue pour créer ces opportunités, la frappe intérieure du pied en début de rencontre également, le petit sombrero sur Weah, où après, en fait il y avait tout dans Barcola là-dedans, il y a un petit piqué au-dessus de Weah et puis après il centre au troisième poteau, donc tu dis quand même ça rend fou en fait. Mais l'avantage c'est que, et là où c'est intéressant de lier les deux avec Doué, c'est que effectivement quand Guevara marque des buts, quand Dembélé est inamovible parce qu'il fait des prestations XXL, quand Doué est pas seul dans son coin à faire son numéro solo et incorporé au collectif et intéressant, Barcola ça le stimule. Et en fait, on retrouve tout de suite, quand les trois titulaires de la finale de Munich sont là et sont bons, on retrouve un Barcola tout de suite un peu plus inspiré, parce que il sent que en fait s'il n'est pas inspiré, il joue pas. Et j'ai un peu de mal avec le fait qu'il ait besoin de ça à chaque fois pour être performant, mais en même temps quand il l'est, son profil il est unique à Barcola. C'est un des seuls qui prend l'espace, c'est un des seuls qui va vite et qui est bon sans ballon également. Donc ouais, c'est bien qu'il ait ce genre de prestation, faut qu'il le fasse encore plus. Et sache Bradley qu'un jour on fera le débat, si tu es un tout petit peu plus efficace, est-ce qu'on a le meilleur couloir gauche du monde? Oui, parce que finalement, dans la continuité, on y est presque. Il manque plus grand-chose avec Nuno Mendes. On parlera de Nuno Mendes tout à l'heure. Puisque, mon Romain, tu avais la parole, à toi aussi pour un j'aime ou un j'aime pas. Et après, on enchaînera. Sur le j'aime, João Neves, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, João Neves. Non, mais vraiment. Que ça soit techniquement, dans l'intensité, dans la création, que ce soit en jeu court, en jeu long, dans les récupérations de balles, l'anticipation, le jeu aérien, j'en parle même pas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour un milieu de terrain. Ce qu'il arrive à faire, le gap technique, la différence de gap technique qu'il y avait hier entre le PSG et l'OM. Alors déjà, on était un milieu de terrain de plus par rapport à eux. Super De Zerbi, bravo. C'est bien inspiré. Mais en plus, les standards qu'il arrive à mettre, parce qu'il y a le but, mais le but, le CSC provoqué, c'est juste la cerise sur le gâteau d'un match qui était XXL. Il fait des récupérations dingues, il arrive ensuite à se projeter, il en impose, quoi. En fait, c'est ça, c'est que on revient à chaque fois à sa taille, etc. Mais malgré sa taille, on sent que le milieu de terrain lui appartient. Et c'est ça, et c'est assez dingue parce que des joueurs qui allient la qualité technique et l'intensité, il y en a très très peu, et qui arrivent à le mettre à un niveau si élite, il y en a très très peu. Donc moi je suis bluffé, je suis tellement, à chaque fois que je regarde des matchs de João Neves, je suis heureux que ce mec-là soit chez nous. Et en plus, franchement, c'est une sensation qui est assez dingue. Il revient en plus à, voilà, on n'est peut-être pas avec un garçon qui est totalement à 100% de ses capacités, puisqu'on sait qu'il a traîné quelques gènes musculaires pendant quelques semaines, Ilyes. Ouais, moi j'ai aussi adoré la prestation de Neves, mais j'irai plus loin. Tu parles du milieu de terrain qui lui appartient. Pour moi, c'est tout le terrain qui lui appartient en fait, parce qu'on parle souvent des milieux de terrain box to box, donc qui vont d'une surface à l'autre. Mais ce que j'ai relevé hier, c'est que même dans les surfaces, il est bon en fait. Donc que ce soit pour mettre sa tête sur un corner défensif pour repousser le danger, malgré son 1m70, il saute plus haut que tout le monde, c'est lui qui dégage le ballon. Que ce soit dans la surface des Marseillais pour faire des déviations en talonnade à Mayoulou, même Mayoulou, il se demande comment la balle lui est arrivée. Enfin,
on a peut-être sous les yeux le joueur le plus complet de cet effectif. Bon, il y a dans d'autres registres, Hakimi, Nuno Mendes, on pourra en parler. Mais je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire, en fait, João Neves. Et voilà, hier, je l'ai trouvé particulièrement créatif. Il aurait pu finir, il a provoqué ce but contre son camp, mais il aurait pu finir à une ou deux passes décisives, des remises en pleine surface de réparation qu'on n'a pas l'habitude de voir pour un milieu de terrain. Ça m'a vraiment surpris. Donc, ouais, il est excellent dans toutes les zones du terrain, ce joueur. Et juste un mot sur les 10 premières minutes, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je trouvais ça hyper intelligent de la part de Luis Enrique. Sur les 10 premières minutes, João Neves et Warren Zaïre-Emery ont interverti 2-3 fois. Et en fait, au tout début de match, en fait, tu as du tableau noir avec le coach qui dit bon, bah, toi tu vas prendre lui, toi tu vas prendre lui, toi tu vas prendre lui, ou alors il va y avoir cette zone, etc. Et en fait, Timber semblait sur João Neves à la base. Et puis en fait, il y a eu les 2-3 changements avec Zaïre-Emery, ce qui fait que Timber il s'est dit en fait, je dois prendre qui, parce que le mien, en fait, il est parti arrière droit. Et à un moment, João Neves fait une touche d'arrière droit. Donc comment je fais? Et en fait, ça a donné la liberté à João Neves parce qu'il s'est ensuite baladé un peu partout. Il n'était jamais véritablement pris. En plus, le milieu de terrain du PSG était un de plus parce qu'il y avait Mayulu, Vitinha contre Timber et Højbjerg. Et en fait, ça a créé, ces 10 premières minutes-là ont créé la liberté qui a donné à João Neves la possibilité de briller pendant tout le reste de la rencontre. Juste, je vous rappelle d'entendre l'interview de Diego Moreira de Strasbourg. C'était la semaine dernière à la sortie du match où il avait dit c'est insupportable, on ne sait pas comment les prendre, ça part dans tous les sens et très compliqué de comprendre qui tu dois. Tu parlais de Timber un peu perdu sur le terrain. Si Luis Enrique entend ça, je pense qu'il jubile. Ah bah oui, non, c'est clair que là c'est le côté, c'était assez fou et il l'a dit vraiment très, très, très naturellement. Mathieu, pour un peu glisser sur le milieu de terrain, on a un homme aussi qui a fait parler de lui, on n'a pas l'habitude, c'est Vitinha, voilà, le comparse et compère de João Neves au milieu de terrain, c'est tic et tac, et 5e minute de jeu, il y est allé un peu fort sur une semelle. On a la fashionista marseillaise qui a hurlé au loup en disant complot et autres sorcelleries contre le Paris Saint-Germain. Vitinha qui a quand même fait une grosse prestation derrière. Bah, on va pas se mentir, on s'en sort bien. Oui. Je veux dire, quand tu vois l'arbitrage de Ligue 1 cette saison, bon, sauf quand tu vas à Monaco parce que tous les coups sont permis et parce que c'est pas en France aussi. Mais sinon, je pense que il y a rouge tous les jours. Hier, pour moi, quand je vois la vidéo, je me dis comment la VAR ne peut pas appeler. Bon, finalement, je sais pas ce qu'ils faisaient, s'ils étaient en train de rompicher ou autre, on s'en fout. Mais au final, on s'en sort bien parce que rouge, il n'y a jamais scandale. Et derrière, oui, il fait un match dans ses standards en fait, donc tu n'es même plus surpris. Du match qu'il déploie, dans la maîtrise du tempo, dans l'orientation, dans la manière de résister, même pas au pressing s'il n'y en a pas, mais à orienter le jeu, c'est un joueur hors norme, quoi. Et quand tu as un João Neves comme ça, qui a cette dimension physique, tu as un milieu de terrain absolument exceptionnel, jeune, qui t'a coûté 100 millions d'euros en gros. Et puis cette semaine, je crois que c'est les amis du Parisien, ils ont sorti la grille des salaires du PSG. Je vous invite à regarder où est João Neves par rapport à d'autres joueurs. Ça fait un peu rigoler et mal au cœur pour lui. Bon, il ne va pas rester longtemps à cette place, mais c'est un joueur. Neves, franchement, c'est un joueur fantastique. Ouais, c'est extraordinaire. Tu voulais rajouter quelque Oui, chose juste sur le rouge, sur le potentiel rouge. Je me suis un peu renseigné. En fait, pour moi, si tu prends le tacle seul de Vitinha, il y a rouge tous les jours. Il n'y a même pas de question normalement. Ça m'a surpris de le voir faire ça en plus. Et ouais, après tu peux être en retard. Il est en retard. Voilà, il doit prendre. Il retire sa jambe quand même. Ouais. Vite fait. Ouais, en fait, elle était au niveau de l'entrejambe. Alors la jambe, au moment où on l'était retirée. Oui, il était sur le genou, il termine sur le tibia, quoi. Il respecte un peu. Mais en fait, il y a des moments où quand il y a des situations de penalty, d'abord la VAR. L'arbitre peut aller voir la VAR pour vérifier s'il y a penalty. Et s'il y a penalty et qu'il y a un hors-jeu avant, il peut vérifier s'il y a un hors-jeu avant. Donc en fait, je me dis. Moi, c'est mon interprétation. Je me dis que la VAR a dû lui dire il y avait faute avant, donc tu vas pas aller mettre rouge parce que sinon ça va annuler le rouge, mais quand même sanctionne Vitinha pour le geste qu'il vient de faire et donc on garde le jaune. Je pense que c'est mon interprétation à moi. C'est ce qu'on avait eu c'est un genre de juste milieu
Ouais, c'est un genre de juste milieu. On peut pas mettre rouge parce qu'on sait que si on va voir la VAR, la faute avant va faire en sorte que en fait on puisse pas mettre rouge. Mais il faut quand même sanctionner Vitinha après le geste qu'il vient de faire, donc on garde le jaune. Moi, je l'ai interprété comme ça. Après, si effectivement tu prends juste l'action en elle-même, ça vaut rouge tous les jours. Après, juste pour vous faire sourire, hier, alors hier t'étais pas à côté de moi, mais je suis arrivé en zone mixte et certains journalistes et copains du milieu parisien me tombent dessus en disant ah Vitinha et tout. Genre, et là, qu'est-ce que t'en penses? Et là, je les ai calmés en disant et je vous propose cette petite réflexion que vous pouvez glisser comme ça à vos potes et copines qui sont supporters de l'Olympique de Marseille. Si jamais le débat vous arrive là dans la journée, demain ou après-demain, si jamais vous refaites voir les images d'Emerson Palmieri face à Achraf Hakimi dans le premier classique, voilà, là il y avait rouge aussi, ça n'a pas été sifflé, il n'y a même pas eu un carton. Allez, ça passe. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Vitinha faire ça. Et ce qui est pas mal, juste, et là, globalement, comme ça nous permet aussi de voir un peu comment s'est passé le match. Juste une chose, ce milieu de terrain a été ultra dominant avec Joao Neves, très bon avec Vitinha. Et on s'est un peu trimballé Seny Mayulu qui a pas été, qui a fait le sale boulot et qu'on n'a pas bien vu, Ilyes. Oui, encore une prestation discrète pour Seny Mayulu, je dirais. Bon, malgré la période de creux qu'il traverse, en tout cas, ce qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il fait les efforts, il va au duel, il ne se cache pas, il n'est pas toujours servi non plus. Mais encore une prestation compliquée. Il a pourtant des situations dans la surface, sur les passes de Joao Neves dont je parlais notamment. Prestation assez anonyme. Dro Fernandez qui est rentré un quart d'heure, on l'a peut-être plus vu encore que Seny Mayulu. Période de creux pour Seny Mayulu, on le répète presque après chaque match, mais... Il a la confiance du coach, il est encore sur le terrain. Et Non, mais il a 19 piges. Il a 19 piges. Mais bon, Non, mais c'est vrai, mais on est tellement habitué à ce que les mecs... Joao Neves, c'est pas normal en vrai. En fait, on revient sur le... Warren et Joao Neves, c'est pas normal. Zahir Emery a eu son creux aussi, oui, il a eu des moments en deuxième partie de saison dernière. Mais Joao Neves, c'est pas logique. C'est un jeune joueur qui découvre, alors il avait le haut niveau aussi à Benfica, mais qui découvre l'élite européenne au plus haut niveau et donc et qui est performant toutes les semaines. C'est pas normal à cet âge-là. Donc ça doit pas être le modèle, ça doit pas être l'inspiration et surtout le seuil d'exigence. C'est extraordinaire et il faut dire que c'est extraordinaire. Mayulu, il a juste la forme d'un jeune de 19 ans qui a des attentes, qui peut-être est un peu plus scruté par les autres équipes aussi. Oui. Et donc forcément, il y a des périodes de moins bien qui vont avec, c'est logique. Ouais, il joue aussi beaucoup, tu parlais de la confiance que Luis Enrique lui accorde, oui. Mais il dépanne aussi parce qu'il est dispo, alors que la plupart des milieux de terrain cette saison ont été blessés. Donc le temps de jeu de Mayulu s'explique aussi par ça. Je pense que si Fabien Ruiz et Neves n'avaient pas été blessés depuis le début de saison, on l'aurait bien moins vu. Et comme je disais il y a quelques semaines, il doit digérer beaucoup de choses cette saison. Les nombreux postes auxquels il évolue sous Luis Enrique, la découverte de l'équipe de France Espoir, le contrat tout simplement. Donc ça fait beaucoup de choses pour un jeune de 19 ans et je suis vraiment pas inquiet pour lui parce que je lui vois vraiment des qualités. En deuxième partie de saison, l'an passé, c'était vraiment un joueur que j'appréciais, que Luis Enrique commençait à lancer et je suis sûr qu'il va retrouver un niveau très très très, peut-être pas très 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 élevé, mais un niveau très convenable très prochainement. Et juste grille de salaire, t'en parlais tout à l'heure pour Joao Neves. Sachez-le les amis, Joao Neves est à 4,8 millions par an. À titre de comparaison, William Pacho à 4,5 millions. Non mais les tauliers, tu vois. Donne-moi la grille de Lucas Hernandez. Alors, Lucas Hernandez, je monte. Tu sais, c'est un peu 13 millions de. Ça fait cher les dents blanches. C'est ça, écoute, il a du personnel à payer. En tout cas. C'est pas sympa. Pardon. Bon, écoute, voilà. Mais oui. J'ai pas beaucoup dormi. En tout cas, et je vois que Lucas Chevalier et Ilya Zabarny sont à 6 millions et 5,8 millions. Eux aussi, ça fait cher le banc, là aussi. Voilà, ça c'est fait. Mathieu, avec toi, t'avais le droit à un nouveau j'aime ou un autre j'aime pas, comme tu veux. Doué, on en a fait quoi ce soir? Il y a quelqu'un qui l'a pris? Non, vas-y. Là, t'as le droit. Il est pas trop mal son match finalement. Bon, son extérieur du pied, il est délicieux. Sur le premier but, j'ai adoré la manière dont il a trimballé Timber sur 80 mètres d'une violence sans nom. Et je trouve qu'il a un peu simplifié son jeu par rapport à son retour où il faisait du
du sous-Neymar blessé qui tente 150 000 gris-gris alors qu'il a une VO max d'un enfant de 8 ans. Et à un moment donné, il avait besoin de simplifier. Et je trouve que là, il fait un match plutôt consistant dans ce qu'on a envie de voir. Un but aurait fait du bien. Il y a ce poteau qui est un peu taquin avec lui. Mais je trouve qu'il fait un bon match dans l'état d'esprit. Et c'est plutôt un joueur comme ça que j'ai envie de voir plutôt que le joueur absolument énervant qu'on avait vu depuis son retour. Et donc, c'est de bon augure pour la suite, j'espère. Ouais, c'est vrai qu'on a revu un Désiré bien plus collectif. Déjà son entrée face à Strasbourg avait été assez intéressante. Ouais. Et là, c'est quelque chose qui, moi, me rassure. Mais oui, parce que il y a du Romain. déchet. Il y a eu du déchet Oui. dans le match d'hier de Doué. Non, mais c'est son jeu. Mais en fait, quand il y a du déchet, mais que tu sens que c'est en rapport avec ce que le collectif veut, qu'il n'est pas seul dans son coin à faire son match avec son ballon et puis on voit ce que ça donne, bah en fait on accepte le déchet dans ces conditions-là. Et oui, hier il est plus tranchant, il est plus inspiré et puis il est toujours aussi impliqué. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Il est toujours aussi impliqué défensivement, que ce soit dans les bonnes ou dans les mauvaises passes. Mais là aussi, c'est l'enchaînement des rencontres qui va faire que il va être moins frustré. C'est peut-être le passage sur le banc qu'a décidé Luis Enrique dernièrement qui a fait que il s'est remis la tête à l'endroit. Donc c'est pas un super match de Désiré Doué, mais c'est un match qu'il faut faire dans un classique et qui est hyper important. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le match, qui n'ont peut-être pas vu les buts non plus, juste vraiment l'avant-dernière passe sur le but de Dembélé, sur le premier but. Hein. Ouais, l'extérieur. Je pensais que c'était Vitinha. Je pensais que c'était Vitinha. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il est venu en fait créer le surnombre côté gauche. Il est vraiment venu faire tout basculer à gauche. Donc là, tu t'es retrouvé avec un Timothy Weah qui s'est retrouvé avec Mendes, Barcola et Désiré Doué qui sont venus lui foutre le bordel de son côté. Alors là, tout a explosé d'un coup. Tu voulais réagir sur ce qui était en train d'être dit sur Désiré Doué, Ilyes? Oui, moi je l'attendais pas titulaire. Honnêtement, hier, je pensais que Kangin Lee serait aligné parce qu'il est plutôt sur une dynamique positive. On l'a encore vu avec son entrée. Mais oui, belle prestation de Désiré Doué. On a parlé de son extérieur du pied qui a lancé Nuno Mendes. Moins de gestes superflus, ce qu'on lui reprochait un peu depuis début 2026. Donc plus de simplicité, du déchet, tu l'as dit Romain, mais 4 dribbles réussis. Je suis devant sa fiche de match là, donc voilà, de la simplicité, des bons choix, des mauvais aussi. Un but n'aurait pas été de trop, il a quand même 1,01 XG, il a ce poteau en première période. Et... Juste, est-ce que tu peux rappeler les XG? Parce que moi je pense qu'il y a plein de gens qui nous expected goals. Les expected goals. Et alors en fait c'est quoi? En gros c'est... En fonction des situations créées par un joueur, c'est la probabilité qu'il marque sur l'action en question. Et si on cumule toutes les situations de Désiré Doué hier, il doit marquer un but. Et donc, chaque action, le max que tu peux avoir, c'est 1. Ouais, voilà. En gros. Et donc, plus le expected goal, c'est bas, plus c'est une position difficile de marquer. Donc, c'est en fonction de l'endroit du terrain où tu es, de l'ouverture de pied que tu as. Enfin, il y a plein de stats qui sont faites comme ça. Et un penalty, par exemple, c'est 0,80. C'est 0,80 expected goal, c'est un penalty. D'accord. Donc, quand tu additionnes après le tout, ça te donne un nombre de buts théoriques que tu aurais dû marquer sur la rencontre. C'est vraiment le foot ChatGPT. Oui, le foot tableau Excel. Mais suivant les critères qui sont utilisés, ça te rend un truc qui est plutôt représentatif d'une physionomie. Non, mais c'est intéressant, mais je veux le rappeler aux auditeurs qui nous écoutent et aussi de remettre un petit peu tout ça et d'expliquer. Romain? Oui. Un j'aime pas? Un petit j'aime pas? Allez, à toi. Je vais faire le rabat-joie. Je trouve que la com de Luis Enrique sur les attaques de journalistes est un peu facile. En fait, on n'apprend pas les rapports que Luis Enrique a avec les médias, etc. Mais je trouve que dernièrement, là, il s'est un peu enfermé dans un truc qui marche parce que c'est très populaire d'attaquer le journalisme et les journalistes. Alors un coup, c'est alors combien on avait de points d'écart au même moment de la saison dernière, combien on avait de points par rapport à Lens, etc. Ah, vous savez pas? Ah, tiens, vous n'avez pas révisé. Mais comme si on devait... En étant journaliste, on devait tout savoir de tous les chiffres, de tous les trucs. Cette semaine, c'est comme vous avez critiqué des arbitres, moi En fait, il y a toujours un truc. Il y a toujours eu cette défiance entre Luis Enrique et les journalistes. Plus qu'une défiance. Et
il y a des moments, c'est de bonne guerre, ça fait partie du jeu médiatique, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai l'impression que ça vient sans trop de raisons, sans trop de trucs, et je trouve ça un peu gratuit, et surtout un peu facile. J'ai pas l'impression que Luis Enrique soit quelqu'un qui ait besoin de se faire mousser en tapant sur quelque chose qui est facile à taper. Et donc je trouve ça c'est pas décevant parce que j'ai pas non plus des attentes complètement dingues envers n'importe qui, tu vois, mais je trouve que c'est un peu facile et que c'est pas forcément nécessaire, voilà. Mais c'est un tout petit j'aime pas, hein, c'est vraiment Hier soir il m'a dit j'en ai un vraiment tout petit, j'ai pas autre chose. Non, mais parce que en fait ça fait 2-3 semaines que sans que ça soit provoqué, en fait, si c'était un rapport de force qui est provoqué où là il y a des invectives de part et d'autre et tu te dis bon bah ok, vas-y on y va, c'est un rapport de force, c'est une réponse, ok, ça rentre dans le cadre, il n'y a pas de problème. Mais là je trouve ça un peu sorti de nulle part à chaque fois et ça fait genre on sort l'extrait et puis vous avez vu, hein, il a tapé sur les journalistes, hein, ah ouais, les sales journalistes qui sont là, qui le critiquent tout le temps, etc. Là, il les a bien remis à leur place, tout hein. le temps, Oui, non, mais critique pas non plus, et je trouve ça, en fait, c'est toucher une corde populiste qui moi me plaît pas forcément et je trouve ça un peu facile et de la part de Luis Enrique, je trouve pas que ce soit nécessaire. Toi qui est dans la caravane, Ouais. Ilyes, qui te retrouve face à lui, c'est vrai qu'il a un rapport, on va faire très court là-dessus, mais c'est vrai qu'il a un rapport très particulier avec nous. Et moi, il y a des moments, je le dis, hein, me taper 25 km pour aller à Poissy pour prendre des balles sur un genre, vous faites pas bien votre travail, etc. Je suis pas grand fan. Mais c'est un avis après tout à fait personnel. Bah, pour faire toutes les conférences de presse du PSG et de Luis Enrique, moi je suis pas vraiment d'accord. En fait, j'aime bien ce petit jeu, moi. J'aime bien ce petit jeu où il n'hésite pas à nous rentrer dedans, comme nous parfois on lui pose des questions qui chatouillent, voire qui fâchent. Donc ces petites séquences quand il nous dit qu'on révise pas, qu'on sait pas combien de points ils avaient l'année dernière à la 19e journée par rapport à cette saison. Je trouve que c'est un peu léger, il est dans son personnage, il l'assume clairement. Donc personnellement, ça me dérange pas. J'ai jamais eu le sentiment que moi, personnellement, sur une question, il appréciait pas ma question et qu'il me remballait. Donc j'ai pas eu ce souci particulier. Après, je comprends que ça peut être clivant dans l'écosystème des journalistes parce que son personnage est comme ça et qu'il l'assume. J'ai pas suivi sa conf hier, j'étais dans Zone Mix, mais je sais pas si vous l'avez faite. J'imagine que c'était comme d'habitude. Il attaque les gentiment. Mais moi aussi, hein, je suis d'accord, hein, sur le fait que parfois ça peut être de bonne guerre, c'est un petit jeu, etc. Ouais. Mais là, je trouve que ça sort de nulle part un peu et c'est un peu. On est quand même dans une période où les résultats sont un peu plus mitigés, les prestations aussi. Donc je pense qu'il sent que le discours doit être un peu plus ferme là-dessus, tout simplement. En tout cas, on suivra bien évidemment la suite avec notre Luis Enrique. On termine avec toi, Ilyes, pour un dernier j'aime, si tu as envie. Est-ce que J'avais le j'aime Désiré Doué aussi. J'ai bien aimé. Donc, comme ça, voilà. C'est bon, c'est terminé. Juste les copains, on va en parler quelques instants quand même. Les banderoles. Des banderoles de la soirée, je suis désolé. Le match a été, on se rappelle, arrêté quelques instants par l'arbitre au moment où finalement... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est le moment du match où il n'y avait rien. Voilà, c'est ça, où il s'est rien. Voilà. Alors qu'il y a eu d'autres moments où ça aurait pu être beaucoup plus critique avec l'arbitre, s'il avait été complètement connecté au match. Mais ça, j'ai un peu de mal à le voir avec Monsieur Delageau. Les copains, juste, est-ce que vous craignez? Alors, on rappelle, il y a eu pas mal de banderoles. Alors. Il y a eu des banderoles. Déjà, il y a eu un tifo. On salue UPS, DHL et DPD. C'est ça. Voilà. Non, mais par contre, juste un truc. Le tifo d'avant-match, il est monstrueux. Le Nightmare, moi je l'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé ça frustrant que le Parc des Princes soit éteint. Ouais, mais complètement. Ouais, j'entends, mais on les aurait vus quand même, les masques. Ouais. On les aurait vus, le truc, le jeu de lettres, je comprends, hein, mais en fait, on s'est retrouvé à avoir, on voulait le voir vraiment en grand, voir. On attendait que la lumière s'allume. En plus, il y avait l'effet avec le blanc et les bleus et le rouge, etc. Ouais. Et en fait, comme le parc était éteint jusqu'à quasiment le coup d'envoi, quoi. Ouais. Quand ça s'est allumé véritablement, parce que le match devait démarrer, il y avait déjà la fumée des fumigènes qui avaient été lancés, qui avaient pris le dessus. Donc en fait, on l'a jamais véritablement bien vu. Et je trouve qu'on l'aurait encore mieux vu si ça avait été allumé. Mais j'imagine que ça a été un truc qui a été discuté entre le PSG, le parc et le collectif Ultra Paris. Mais sinon, c'est vrai qu'il était très beau. Et puis après, sur les banderoles, il y avait des trucs marrants. Quand même. Voilà, mais ça sent les sanctions, hein, quand même. Hein.
Je sais pas. Ah ouais. si, je peux t'annoncer, ça commence. Tu Ah vois, ouais j'ai mon portable qui crépite depuis tout à l'heure à Ah première ouais vue. Et ça commence à. Il En y a vrai, peut-être c'est marrant. il y a peut-être avoir des soucis. On le rappelle, il y en a eu deux, une sur les livreurs et j'irai pas plus loin, et une autre. C'est une marque. Hein. oui, Celle oui, sur oui. les Beatles, c'était pas mal aussi. Ouais, avec les rats, effectivement, mais ça Avec va la recommencer une, avec la une, effectivement, avec les rats qui sont en train de lire la une du journal du Paris Saint-Germain où il y a tous les trophées qui s'alignent et eux sont en train de pleurer. Après, petit paradoxe quand même hier d'arrêter le match pour des chants insultants, homophobes, très bien, la mesure est la règle. 3 minutes avant le coup d'envoi, on a un rappeur Booba qui vient. J'ai adoré son spectacle, rien du tout. Mais si on a un rappeur Booba qui vient chanter ses chansons et que pendant le match on arrête le match pour des chants insultants, je trouve qu'il y a un petit décalage dans Pourquoi, cette en fait, prise Non, de mais Booba- balance. c'est surtout que, enfin, visiblement, le parti pris qui a été, c'était de ne pas arrêter le match pour les chants. Parce que des chants insultants, ce qui a valu des arrêts de match au Parc des Princes depuis le début de la saison, ça n'a pas été arrêté pour ça hier. Donc, c'est qu'il y avait une idée de dire, bon, bah, on laisse couler. Si tu laisse couler jusqu'au bout. Ça sert à rien de. Oui. En plus, au moment où ils arrêtent, il se passe pas un truc de fou. Il y a pas. Si, il y avait Medina qui était un peu. Parce que là, parce que- ça a mais- été, on va dire, c'est pas une ville, c'est pas un club. C'était c'est ciblé un joueur. contre un joueur. Mm. Ouais, peut-être. J'ai l'impression Ok. que c'est Mais- ça. Mathieu, t'as peur de sanctions après ce qui vient de se passer dans les tribunes. On va bien prendre un. Bon, moi, je te dis, je vais être très honnête avec toi. Si les sanctions, c'est juste ces fermetures des tribunes, je m'en fiche un peu. Moi, du moment qu'il n'y a pas de points, le reste, bon, c'est pas très grave. Et à partir du moment où tu n'es pas sanctionné par la prestation catastrophique de Booba, tu peux passer au travers de tout. Alors, je suis content qu'on en parle quelques instants, parce que moi, je suis pas un grand fan de la piraterie. Mais est-ce qu'on peut en parler? Vous êtes jeune, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'aime bien, mais il a 50 ans et ça se voit. Et puis à un moment donné, je trouve que le positionnement qu'il a eu parfois sur le club, qui n'était pas toujours très friendly, et l'inviter aujourd'hui, je veux dire, il y a quand même 6 mois, il souhaite que Désiré Doué se fasse les croisés parce que l'autre, il veut pas partager son son, quoi. À un moment donné, tu as 52 ans, mec, ce soir responsable. Donc, on aurait pu se passer de sa venue et mettre des vidéos de Pauletta qui met des buts contre l'OM, c'était tout aussi bien. Effectivement, moi ça a été notre grand débat avec Pierre Clément, qui est une grande fan de rap. C'est pas tout à fait ma cam, même si j'en écoute un tout petit peu. Et moi j'étais là, mais on n'est pas au Super Bowl, quoi. Je m'en fous, moi, d'avoir Booba Non, avant moi, match. moi, ça m'a pas dérangé. Ouais. Mais c'est juste que je trouve. Vous en avez pensé quoi là? Dites-nous sur le chat ce que vous avez pensé de la prestation de Booba et savoir si vous revoulez des chanteurs avant le match. Moi, je trouve que, c'est mon opinion musicale personnelle. Je trouve que Booba est un peu dépassé depuis quelques années maintenant, mais c'est que mon opinion à moi. Hein, voilà, donc allez pas m'insulter, etc. Ouais. Et donc, et puis j'ai du mal avec les concerts sous autotune, donc forcément, ça me fait. Mais ça n'empêche que il y avait des chansons qui m'ont fait kiffer, tu vois. Enfin, Il est allé insulter l'OM, tranquille. En fait, c'est là-dessus Bon, que tu après- disais. Ouais, voilà, Il s'en est pris à l'OM aussi. Oui, voilà, il insulte l'OM. Pour le show en question, j'étais un peu déçu de sa réalisation. Je trouve qu'il a mis du temps à arriver alors que la musique était lancée. On s'est même interrogé avec les confrères. Mais attendez, il n'y a que sa musique. Il est là ou il n'est pas là? On savait pas on trop. savait pas où il était. En On fait. savait pas où il était alors que sa musique était Il a descendu était des lancée. gradins, en fait. Oui, voilà. Donc voilà. En plus, au micro, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Maintenant, pour le public d'Auteuil, les jeunes, entendre le son DKR dans lequel il Ouais, fait une DKR, dédicace c'était au bien, ouais. Sénégal. Après la CAN d'Ibrahim Mbaye, je pense que la majorité du Parc des Princes a quand même passé un bon moment hier pendant ce mini-concert. Moi non plus, ça m'a pas dérangé, honnêtement. On avait eu, je crois, SDM l'an passé lors d'un match. Donc si c'est quelque chose que le PSG veut faire 1 ou 2 fois par saison pour les grosses affiches, moi ça me dérange pas. Et pour, voilà, je le répète, pour une grande partie du Parc des Princes qui a payé sa place très cher, j'imagine, hier, voir un 5-0 et en plus, en bonus, un petit concert de Booba, bah, c'est forcément plaisant, j'imagine. Mais effectivement, je suis d'accord avec Mathieu. Booba, il s'est un peu réveillé. Ah tiens, le PSG il gagne. Ouais, je suis supporter du PSG, moi. Ah ouais, ça, grave, c'est hein. Grave. Ouais, Et j'adore ça, d'ailleurs, ouais. il y avait peut-être d'autres artistes franciliens, plus Paris ADN, qui auraient pu être choisis pour ce Mais moi, match. je suis désolé, un Rof qui met Paris, même grave. il est rôti complet, mais tu mets Rof avec son chanson Paris, qui, je me souviens avant, était craché par la sono du Vélodrome avant des PSG Marseille. Bah là, je peux te dire qu'il y avait même le Virage Auteuil qui avait fait une banderole avec plein de citations de Rof. Bah ça aurait eu de la gueule. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que ça aurait parlé à autant de monde?
Je sais pas. Il me claque celle-ci. Les jeunes, oui, Rof. C'est les boomers. Je suis désolé, mais quand même pareil, quoi. Quand même pareil. On pourrait mettre ça sinon. Tu vois, là. J'ai découvert ça hier. Allez. Attends, franchement, Bad Bunny, tu viens quand tu veux. Ça serait autre chose, messieurs dames. Allez, on peut faire dégager Bad Bunny. C'était hier soir au Super Bowl. C'est que j'ai regardé, je me suis endormi devant la suite du match. J'ai pas beaucoup dormi, mais c'est aussi à cause de ça. Je voulais voir le show parce que c'est le truc que je regarde depuis que je suis gamin. J'adore voir le show américain qui se passe. Mais là, c'était plutôt cool. Les amis, on passe à la suite de cette tribune. Il nous reste une grosse demi-heure pour faire les petits dossiers et se poser la question de savoir si PSG OM, est-ce que c'est un déclic à la Manchester City? On se rappelle que depuis le début de la saison, on est là en train de se dire, mais est-ce qu'on va avoir le match qui nous fait basculer? Est-ce qu'on va avoir ce match qui lance complètement la saison et qui va désinhiber cette équipe et qui va tout fracasser sur son passage, comme on l'a vécu, bien évidemment, de la période du mois de janvier de l'année dernière 2025, et ça nous a emmenés sur le toit de l'Europe un soir du 31 mai. Les amis, est-ce que c'est le match référence, c'est le match qui va nous faire basculer du bon côté et on va arriver à Rennes, la faucheuse à la main pour couper la tête d'Habib Beye en même temps que le Stade Rennais, et etc., etc. Ilyes veut y aller en premier. Oui, désolé Romain. Non, vas-y. Mais Il a la dalle. pour moi, c'est les jeunes. Ah ouais, putain. Pour moi, la question est posée un petit peu trop tôt. Dans le sens où l'an passé, le match contre City, est-ce qu'on se dit directement au lendemain du match, ah ça y est, c'est le déclic, on va aller jusqu'au bout en Ligue des Champions? Je sais pas. Cette saison, on attend ce déclic. J'ai le sentiment qu'on veut qu'il y ait ce match vraiment fixé, posé, clair, qui soit l'interrupteur de la deuxième partie de saison du PSG. On le saura à la fin, en fait. On saura à la fin, après la deuxième partie de saison du PSG, si le PSG enclenche une progression et un parcours en Ligue des Champions. Là, on se dira, ah ouais, ce match contre Marseille, il a été marquant, il a été déterminant, ça a été un tournant. Pour l'instant, on ne sait pas finalement si contre Monaco en barrage, ils vont réitérer, parce que ces Parisiens, ils en ont sorti quelques matchs qui étaient très aboutis. Le match contre Lille mi-janvier où ils gagnent 3-0, on s'était posé la même question. Je trouve qu'on cherche un peu trop ce match déclic et qu'il est peut-être, il va peut-être pas venir finalement. Et c'est pas ça qui empêchera le PSG de faire un gros parcours en Ligue des Champions, un gros parcours en Ligue 1 et pourquoi pas même aller au bout. Donc pour moi, la question est posée un peu trop tôt. Trop tôt? J'entends. Et c'est vrai que il y a ce syndrome de ça a tellement marché l'année dernière qu'on a envie de retrouver des trucs qui vont nous rappeler ce que c'est l'année dernière. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'équipe a besoin de ça aussi. Pas que nous les observateurs, les suiveurs, les supporters, etc. J'ai l'impression que l'équipe a besoin de ça. Que Dembélé, quand il te dit on est de retour, on vous montre que on peut le faire, c'est que ça les a travaillés eux aussi. Quand hier, il te dit aussi après le match, on a la banane, les supporters du Paris Saint-Germain, je pense qu'ils auront la banane aujourd'hui, c'est que il y avait cette sensation d'avoir le besoin de montrer que c'était possible. Donc, pour faire plaisir aux gens, mais aussi peut-être pour se rassurer eux-mêmes. Et en ça, effectivement, le 5-0, il fait du bien. Parce que c'est une équipe qui t'a battu en début de saison. C'est une équipe qui t'a mis dans tes retranchements sur le trophée des champions en début d'année et t'as failli laisser passer un titre à la dernière minute. Donc il y avait ce besoin-là. Et je ne sais pas si c'est le déclic à la Manchester City parce qu'il y a moins l'aspect précipice qu'il y a eu à 2-0 face à Manchester City l'année dernière. Mais il y a peut-être ce truc de... Ouais, on a réussi à montrer dans un moment qui va être important dans la saison qu'on était capable de retrouver le niveau qui était le nôtre. Donc en ça peut être un déclic. Je ne sais pas si ça va amener les mêmes succès, mais s'il y a des succès, on pourra dire que ce match-là était important. Match complet de la première à la dernière minute, Mathieu. Est-ce que c'est suffisant pour se dire qu'ils sont enfin de retour et enfin sur la voie de la... Ouais, du succès, ou en tout cas de ce que l'on attend d'eux sur une saison? C'est pareil que les deux compères. Je trouve que c'est trop tôt encore, on ne peut pas savoir, puisque les matchs importants, ils sont à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était mieux de faire ce match maintenant que de ne pas le faire du tout. Et puis l'enchaînement avec Strasbourg, dans deux matchs complètement différents, mais avec deux adversaires quand même plutôt compliqués à jouer, ils font du bien.
Et ce qui serait bien, c'est de confirmer une troisième fois à Rennes, qui, même si est en grande difficulté en ce moment, ça reste un déplacement compliqué. Et tu as toujours Lens qui est sur une sacrée moyenne de points. Donc si tu arrives à maintenir cette cadence au moins dans les points et à aller à Monaco avec 3 victoires de suite probantes en Ligue 1, bah, tu es dans une bonne dynamique. Après, c'est toujours pareil. Je trouve que c'est délicat et c'est peut-être dangereux de faire des parallèles incessants avec l'an dernier, de se dire bah, c'est mieux de passer par les barrages parce que l'an dernier on est passé par les barrages, etc. etc. Bah, moi, techniquement, j'aurais préféré ne pas passer par les barrages. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, ce match-là, il fait vraiment du bien parce que c'est contre Marseille, c'est médiatique, tu as un gros score, tu as un gros match. Donc, tu as le sentiment que l'équipe va un peu mieux. Mais il y a 10 jours, j'avais le sentiment que, je disais, après la fin du match contre Newcastle, moi j'étais plutôt inquiet parce que je trouvais vraiment l'équipe fatiguée, rincée et pas du tout dans une bonne dynamique. Donc ça va très vite en fait. Donc là, moi je ne vois pas plus loin que le prochain match. Le prochain match c'est Rennes. Il faut aller les tabasser et point barre. Ilyes veut réagir. Ouais, en tout cas très court, mais ce qu'on observe et ce qui est, je pense, flagrant, c'est que le PSG avait très clairement scindé cette saison 2025-2026 en 2 demi-saisons en fait. Il y a eu la première partie de saison avec les blessés à répétition où le principal mot d'ordre de Luis Enrique c'était la gestion des temps de jeu et des retours de blessures. Là, on entre clairement depuis hier dans la deuxième partie de saison avec les échéances qui arrivent. Donc commencer en gros cette deuxième partie de saison avec ce succès clinquant face à Marseille, en tout cas les feux sont au vert. Mais juste toi qui es un insider PSG, qui connaît un petit peu la maison, il y a une espèce de petite musique qui vient nous dire ils ont fait du foncier en janvier. On a cette petite musique là qui nous revient de ils se sont préparés. Quand tu me parles tu me parles des 2 parties de saison. C'est des échos que j'ai entendus aussi, comme quoi ces dernières semaines à l'entraînement, il y avait un travail physique, j'utilise le conditionnel parce que c'est des échos. Il y a un travail physique qui aurait été fait pour justement arriver début février avec un effectif au mieux de sa forme physique et on le constate de toute façon semaine après semaine avec les retours des blessés. Fabien Ruiz est encore indisponible, N'Jantou, le malheureux qui va être opéré et qui va être forfait probablement jusqu'à la fin de saison. Mais en tout cas, les retours sont de plus en plus précieux et importants. Mais ça, c'est possible pourquoi ? Parce que tu as un truc que tu n'avais pas l'année dernière. Tu as un match par semaine, t'as une période où tu as un match par semaine et une semaine d'entraînement potentiel. Sauf que là, la semaine d'entraînement, pardon, moi j'ai surtout vu les réseaux sociaux des joueurs et tant mieux. Attention, tant mieux. Je viens pas. Ah, sur le fait qu'ils soient partis 2-3 jours. Ils sont partis à Vienne, mes 2 mignons. Ouais, João Neves et sa femme, ils partent à Vienne. C'est tous les gars, ils vont à Dubaï. S'il nous fait des matchs comme ça le week-end. Ah, mais pas de souci, peut aller à Vienne. Franchement, éclate-toi avec. Safonov était en Angleterre. Oui, mais ça permet déjà de débrancher mentalement et ça c'est hyper important. Je te rejoins. Ça permet aussi de pouvoir revenir à fond et pouvoir maximiser les séances d'entraînement quand elles sont là. Et puis l'avantage entre guillemets des joueurs blessés, c'est que effectivement dans leur reprise, bah ça se trouve, effectivement, João Neves, quand il a eu ses pépins physiques là et qu'il a raté 3 matchs, peut-être que la semaine du 3e match, en fait, il aurait pu le jouer, mais qu'il a fait peut-être une semaine de foncier, lui, à ce moment-là. Ouais. Peut-être que Hakimi, il a ces 2 semaines où il va être suspendu, 2 semaines sans match, il a peut-être fait une semaine de foncier pour se remettre athlétiquement dedans. Peut-être que Dembélé, il l'a fait un peu plus tôt dans la saison. Donc, c'est des programmes individualisés qui ont fait en sorte que tout le monde puisse être au même niveau physique après. Ouais, ça c'est complètement vrai. En fait, ce qu'on ressent, c'est qu'il n'y a aucune précipitation concernant les retours. Quand João Neves était absent face au Sporting, on avait demandé à Luis Enrique comment il va et tout. Oui, il pourrait jouer si c'était une finale, mais on veut vraiment prendre le temps, ne prendre aucun risque avec les joueurs pour qu'ils se remettent bien. Kangin Lee, il a été absent pendant 5-6 semaines de mi-décembre à début février. Donc voilà, il y a cette idée de ne pas précipiter les retours pour avoir les meilleurs états de forme contre Monaco. Hein. Et peut-être que s'il y avait finale de Ligue des Champions, Fabien Ruiz, il aurait peut-être joué là. Peut-être. C'est juste que ça se trouve, en fait, il est dans sa semaine aussi de réathlétisation suivie d'une blessure, quoi. En tout cas, le Paris Saint-Germain, on le rappelle, hein, pour les prochains matchs, c'est Rennes, puis Monaco en barrage, le match aller. Il y aura ensuite la réception de Metz. Alors là, je pense que ça va être
grand chamboule tout. Tu vas avoir là, une équipe qui va être changée. Et ensuite, derrière, on terminera avec Monaco, à nouveau le barrage. Et on retrouvera Le Havre, puis Monaco, à nouveau en championnat début mars. Je commence à bien connaître le calendrier, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour préparer les déplacements et autres. Je viens de parler du gardien très rapide, mais vraiment très rapide. Safonov jusqu'à quand, en fait, parce que là... Jusqu'à ce que Luis Enrique ait décidé de changer. Ok, merci Pour moi, il n'y a beaucoup. pas de Voilà, règle. ça, Non, mais en vrai, c'est derrière cette remarque comme ça, pour moi, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que Luis Enrique a déjà changé de gardien sans qu'il y ait besoin que le gardien fasse de très mauvaises prestations. Luis Enrique a déjà décidé de changer de gardien quand il y avait des mauvaises prestations, notamment Lucas Chevalier. Donc, pour moi, il n'y a pas de règle. S'il estime, je me rappelle les déclarations qu'avait Luis Enrique sur Safonov quand il avait mis contre le Bayern l'année dernière à la place de Donnarumma. Il avait expliqué ça par des raisons tactiques. Il n'avait pas expliqué ça par le fait que il avait besoin d'aspirer et que quand il avait parlait du jeu au pied, il avait besoin d'aspirer, en fait, il prenait Safonov parce que Donnarumma pouvait moins aspirer le jeu que Safonov. Donc oui, effectivement, les performances de Safonov, elles sont bonnes, que ce soit sur sa ligne et aussi au pied, même si en début de match, hier, moi je trouve qu'il y a des moments où, au pied, il a rendu fou Luis Enrique et on voyait sur le terrain. Il a pété les plombs. Ah ouais, il y a des moments où Luis Enrique il est énervé de chez énervé. Et donc tu te dis que face à ce type de profil, ça peut peut-être pas durer super longtemps comme ça avec Safonov. Mais le fait est qu'il fait le boulot. Maintenant, il a tellement une gestion pas classique de ses gardiens que c'est très 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 compliqué de se dire alors attends, il faut ça pour qu'il change, alors que non, il n'y a pas ce process de réflexion de sa part. Pas de règle. Safonov, de toute façon on continue puis on verra bien. Mathieu. Moi je pense que tu ne revois plus Lucas Chevalier sauf si Safonov il se pète, hein. Enfin, il est déjà revenu à la faveur de la blessure de Safonov et on a vu la catastrophe que c'était, notamment à Lisbonne. Je pense que là, c'est un gardien qui est complètement à côté de ses pompes mentalement et qui sait en plus qu'il a une partie des supporters contre lui. Je ne suis pas certain qu'il ait le vestiaire vraiment avec lui et que le costume est trop grand. Et là, j'ai l'impression que même le jeu au pied, c'est devenu presque... Parce qu'on avait dit que c'était pour un profil technique qu'on avait choisi Chevalier, que le coach et Campos, ils voulaient vraiment un joueur au pied. Là, tu vois, Safonov, en fait, il n'a pas de jeu au pied. Enfin, il a le même que Gigio. Mais juste, c'est un meilleur gardien et qu'il est rassurant. Et je sens l'équipe plus sereine avec Safonov. Donc, tu as une espèce d'acceptation des autres. Et Chevalier, là, il est plutôt dans un sentiment dans un contexte de défiance. Et j'ai du mal à voir comment il va revenir. Et puis même, j'ai envie de te dire, l'été prochain, il faut penser à s'en séparer. Et tu vas remettre sur la table le coup du gardien. Est-ce que tu repars avec Safonov numéro 1 ? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas chercher un autre gardien ? Mais Chevalier, j'ai du mal à voir comment il peut redevenir crédible dans cette équipe. En tout cas, Lucas Chevalier, en fait, ce qui est assez marrant, quand il rentre sur le terrain, il ne veut pas rentrer les trois en même temps. Il laisse Safonov rentrer avec Renato Marin à côté de lui. Il est toujours en décalé. Tu sens que c'est un peu compliqué de se retrouver dans cette situation. On aura l'occasion de parler du cas de Lucas Chevalier et de Matvei Safonov. Les amis, on va quand même pas passer cette émission sans passer à côté de l'homme peut-être du match avec Ousmane Dembélé, c'est monsieur Nuno Mendes. Nuno Mendes qui nous a encore fait une prestation XXL sur son couloir gauche. Il détruit tout sur son passage. Il rend des choses difficiles très faciles. Il rend des adversaires qui ont quand même leur permis de conduire. Il les remet dans dans le bac à sable, dans le jardin avec les enfants. Et effectivement, Nuno Mendes est en train de devenir un patron. Et on s'est posé la question, et je dois l'avouer avec mon ami à droite, Romain Bédouc, sur Nuno Mendes. Est-ce que c'est le Hakimi de 2025 Est-ce que c'est le Hakimi de 2026 ? Mais tu me comprends. En fait, en gros, est-ce qu'on se retrouve avec un joueur qui va peut-être tenir le Paris Saint-Germain, pas dire à bout de bras, mais quand même comme Achraf Hakimi l'année dernière en 2025 Ilyes, à ton avis, est-ce que ce Mendes-là, à ce niveau-là, peut être notre Hakimi 2.0 version 2026 ? C'est possible.
on parle quand même d'un latéral gauche qui est déjà à 10 buts contribution, on va dire 5 buts, 5 passes D pour un latéral gauche, énorme. Je mets quand même une réserve sur le fait qu'il ait autant de liberté offensive qu'Achraf Hakimi l'an passé, parce que je pense que quand les deux sont disponibles et à 100%, Luis Enrique privilégie les projections d'Hakimi côté droit et un Nuno Mendes dont les montées sont peut-être un peu plus calculées et peut-être un peu plus rares. Ça ne veut pas dire qu'il ne monte pas et qu'il n'apporte pas offensivement, mais je vois plus des combinaisons à droite avec Hakimi qui se projette. Bon, encore faut-il qu'Hakimi revienne. Et Nuno Mendes, on le voit souvent avoir ce rôle de troisième central gauche, un peu en retrait et avec moins de combinaisons sur son côté avec son ailier. Après, il reste indispensable. Le match qu'il fait hier, c'est encore époustouflant. Je parlais tout à l'heure du profil très complet de João Neves au milieu de terrain. Nuno Mendes, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire en fait. Il pourrait jouer ailier. L'année dernière, il avait fait quelques matchs devant, donc c'est un profil très intéressant. Mais voilà, je mets quand même une petite réserve sur ça. Quand Hakimi est là, j'ai le sentiment qu'on le voit peut-être un petit peu moins offensivement. Peut-être parce que Luis Enrique... en fait, Oui, question d'équilibre, tout simplement. Et peut-être que Luis Enrique, dans son parti pris, juge qu'Hakimi apporte peut-être un peu plus offensivement que Nuno Mendes et donc offre cette liberté à Hakimi et Nuno Mendes doit rester plus bas pour cet équilibre. Les copains de Culture PSG, on salue la team de Philippe Goguet, mettent le match ultime de l'arrière gauche. Il lui manquait juste le petit but. Voilà, en tout cas, parfait. Il touche la barre à la fin. Ouais, parfait en tout pour le reste. Mais oui, c'est là-dessus, moi je lui en veux. Franchement, Nuno, là, s'il nous met la sacoche sous la barre, là, ça aurait été exceptionnel. Mathieu, sur Nuno Mendes, effectivement, est-ce que ça peut être lui, Achraf, l'an dernier, avait fait une saison fantastique, enfin une année fantastique. Est-ce que ça pourrait être l'année Nuno Mendes ? Je le trouve même encore plus impressionnant et plus fort et meilleur footballeur que Achraf, quoi. Il a un pied exceptionnel, il a un coffre, il a une capacité à rattraper les situations dans son dos par la vitesse. Enfin, je trouve que quand il est concentré et impliqué comme en ce moment, c'est un joueur incroyable, quoi. Donc je ne sais pas jusqu'où il peut aller, parce que c'est encore un enfant, il est jeune, mais c'est un joueur exceptionnel. Hier, il peut terminer avec 3-4 passes décisives. Franchement, il envoie des galettes coup sur coup. Puis je comprends toujours pas pourquoi c'est pas lui le tireur de penalty attitré de cette équipe, parce qu'il les tire tout le temps bien et il a peu d'échecs. Et puis non, je trouve que c'est un joueur exceptionnel, vraiment. Il y en a un qui vient de secouer de la tête, de dodeliner, mais d'être d'accord avec toi, Mathieu. Ouais, je vais reprendre les mêmes mots que pour João Neves, c'est n'importe quoi. non, mais le début de match hier de Nuno Mendes, il y a des prises de balles. Donc on est en début de match. En début de match, tout le monde est un peu en forme, tout le monde est bien échauffé, il met 5 mètres à n'importe quel adversaire dès qu'il décide d'accélérer. En fait, et c'est un jeu collectif qui permet, en plus de lui laisser l'espace, parce qu'il y a des moments où quand il rentre dans l'axe, bizarrement c'est toujours ouvert dans l'axe, parce qu'il y a le milieu de terrain qui s'est bien projeté pour aller sur le côté gauche et puis lui laisser le champ libre dans l'axe, les défenseurs centraux qui savent pas comment opérer, s'ils doivent sortir sur lui, mais en même temps s'ils sortent sur lui, c'est dire qu'il laisse un mec dispo un peu plus dans une partie de terrain un peu plus offensive. C'est dingue ce qu'il arrive à faire. En vrai, et là où il y a le rapport avec Hakimi, c'est que je trouve que effectivement il combine moins sur son côté que peut le faire Hakimi, mais il y a une projection dans la surface qui ressemble à ce que fait Hakimi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on parlait de la barre à la dernière minute là, mais il y a des moments où Nuno Mendes, il est presque au poste de numéro 10 dans la surface de réparation à attendre que le ballon arrive, parce qu'il s'est projeté directement dans la surface. Tu vois, on a vu Hakimi qui marque un but en finale de Ligue des Champions, il est dans les 6 mètres à la 15e minute de jeu. On l'avait vu contre Aston Villa, où sur un contre il avait amené là aussi sur un centre de Nuno Mendes à ce moment-là. Et Nuno Mendes, il y a des moments où il prend le ballon et puis il part et puis il continue son action, il se projette. Tout ça en partant théoriquement
d'une base de 3 défenseurs centraux où normalement il est censé être là-dedans. Donc il arrive à jouer le troisième central, il arrive à se projeter comme un milieu de terrain, il arrive parfois à centrer comme un latéral gauche ou comme un ailier, et il arrive à être dans la surface de réparation comme un numéro 9 ou un numéro 10. En vrai, c'est n'importe quoi. Non mais vraiment, Rappelez-vous en octobre, quand le PSG s'était déplacé à Barcelone et à Lille, il avait muselé Yamal à Barcelone, il était entré à Lille, il avait marqué un coup franc de 30 mètres. On a commencé les débats, est-ce que c'est le meilleur latéral de l'histoire? donc ouais, il est vraiment impressionnant et il est décisif en plus. Donc voilà. Dans le couloir, Mathieu, tu le préfères avec qui? Là, c'est un débat un peu philosophique. Est-ce qu'il faut lui mettre un Gvara avec lui ou un Barcola? Toi, tu le préfères. Là, c'est même une question de préférence. Toi, ce que t'aimes. Je trouve qu'il n'a pas de candidat de prédilection avec lequel il combine mieux qu'avec un autre. Il est plutôt autosuffisant, donc c'est peut-être à la fois son souci et sa qualité. J'ai pas de préférence vraiment. Et puis j'aime bien les deux autres joueurs parce que Gvara, quand il a pas envie, quand il te fait comprendre que c'est un match qui l'intéresse pas, il a une tête à claque. Hein. Et franchement, ça c'est insupportable. Mais c'est vrai que quand c'est des matchs qui comptent, souvent les grosses affiches ou les matchs de Ligue des Champions, là tu sens que c'est un joueur hors norme. Donc j'aime bien avoir cette possibilité, ce choix. Et j'ai pas de préférence particulière. J'ai même pas de préférence particulière entre un Barcola à très haut niveau et un Gvara à très haut niveau parce qu'ils ont deux profils différents. Et peut-être que le Géorgien, il a ce petit truc un peu sexy en plus, mais c'est deux joueurs que j'aime bien avec des profils complètement différents pourtant. Il y est très court et après on termine pour terminer cette émission pour répondre à ta question, je pense que si Gvara est dans un bon jour et qu'on a un Nuno Mendes et Gvara sur le côté gauche, ça peut faire très très mal dans le sens où si Gvara ou plutôt Gvara qui a plus un profil de porteur de ballon en rentrant dans l'axe, il peut laisser justement le couloir gauche à Nuno Mendes qui exploserait sur son côté. Alors que s'il évolue avec Barcola qui a besoin d'espace, les deux pourraient un peu se marcher sur les pieds et faire un peu les mêmes courses. Donc pour répondre à ta question, moi je préférerais un tandem Gvara-Mendes côté gauche. Moi je préfère Barcola. C'est vrai? Ouais, parce que alors, je suis un peu dans la vision inverse. Je préfère, j'aime bien quand Nuno Mendes déborde, hein, mais je préfère Nuno Mendes quand il rentre dans l'axe. Ouais. Et donc justement, le profil de Barcola qui étire et qui permet d'être une solution dans l'espace sur le côté gauche, et Nuno Mendes qui a un peu plus d'espace pour rentrer dans l'axe et ensuite soit combiner en jouant en une touche avec un milieu de terrain qui serait pleinement axe, et donc lui il pourrait jouer en une de touche si lui il est dans le demi-espace. Je trouve que je le trouve plus dangereux comme à Barcelone en fait. Ouais, un peu comme à Barcelone, exactement. Quand il rentre comme ça, ou après il sert Mayoulou, c'est un peu dans ce style-là. Je trouve qu'il est meilleur comme ça, et donc forcément un ailier qui prend plus son côté, ça peut peut-être plus lui correspondre. Nuno Mendes, homme peut-être de l'année 2026, on le souhaite bien évidemment pour lui et pour le Paris Saint-Germain, et aussi pour la sélection portugaise, puisqu'il va participer à la Coupe du Monde et que sa sélection sera l'une des grandes favorites pour le titre de champion du monde en 2026. Allez, on termine, il nous reste 7 minutes dans ce podcast et ça permet de parler des 15 minutes de Dro Fernandez. Voilà, il est rentré, il a vu ce qu'était la Ligue 1, il est tombé face à des sauvageons qui lui ont un petit peu travaillé les chevilles pendant une partie de la rencontre. Je me retourne vers toi, Mathieu. Pourquoi ? Parce que Mathieu, je sais que tu ne feras jamais le deuil du numéro 27, que c'est Javier à vie. Mais voilà, le numéro 27 est rentré à nouveau. C'est un El Flaco 2 parce qu'il est un peu tout maigre aussi, lui aussi. Qu'as-tu pensé de la prestation de notre petit Dro Fernandez, les 15 premières minutes avec le maillot du PSG sur le dos? C'est difficile de penser quelque chose. La seule évidence, c'est qu'il a du ballon. Mais ça, tu t'en doutais de par où il a été formé, la manière dont Hansi Flick n'endort plus depuis 10 jours, et le fait que ça soit un profil ciblé par Campos et Luis Enrique, tu sais que c'est un joueur qui a du ballon. Après, j'ai un peu peur pour sa dimension physique quand il va se prendre les bons mastards de Ligue 1, parce qu'il est quand même très très frêle, le minot. Mais ouais, après voir le numéro 27, ça m'a fait quand même mal au cœur, parce que pour moi, on aurait dû le retirer et le mettre au plafond comme en NBA. Personne ne doit porter ce maillot. Mais non, je ne sais pas dans quelle mesure il va être capable d'être prêt, d'apporter une vraie rotation rapidement.
parce que je vais pas faire genre j'ai regardé la Masia du Barça, j'en ai rien à carrer. Donc je sais pas comment il est physiquement, parce que c'est un championnat très dur la Ligue 1, et lui il est vraiment pour le coup c'est un petit gabarit un peu comme Mayou. Mais c'est bien d'avoir un joueur qui a du ballon, parce que les bons joueurs c'est plus facile de les peaufiner, de les préparer à la Ligue 1, donc hâte de voir la suite quoi. Les coups de Balerdi, de Heuchberg. Ah bah c'est la meilleure des formations. Hein. C'est ça. Alors juste pour revenir sur le 27, parce que moi aussi je suis fan de. Oui, je sais que c'est la team. Moi, Vous trois avec Ambre, il ne manque plus que Ambre Godion. C'est quelque chose. Je préfère que le numéro 27 soit sur Dro Fernandez que sur les épaules de Cherendour, Ganagay et Moussa Diaby. Tu vois. C'est immense respect pour eux. Hein. Ah, mais juste Moussa Diaby. Dans le style de joueur, je préfère que ça soit sur Dro Fernandez. Tu vois. Voilà. Mais effectivement, c'est la meilleure. Il rentre dans le dernier quart d'heure de Boucher, où en fait le peu de fierté que les Marseillais avaient, c'était juste de pouvoir mettre des coups et pour pouvoir rentrer avec à peu près la tête. Et genre ils ont vu un petit, ils ont fait ah voilà, lui on va pouvoir le mettre, on va être tranquille, etc. C'était ce qui donne d'ailleurs, fort avec les faibles, faible avec les forces, donne une idée de la mentalité globale de cette équipe de l'OM. Mais oui, le petit, tu sens qu'il a un truc. Tu sens qu'il y a des. Alors c'est encore tout neuf, tu vois. Il y a des moments où voilà, je crois qu'à un moment il fait une petite perte de balle et tout. C'est normal, il y a pas de. Ah oui. Mais ça donne envie. T'as envie de voir ce que ça peut donner. Ça, effectivement. Après, il y a Facundo Medina d'entrée. Quand il y a eu une petite roulette, là, il a tenté un petit truc là, ou petite talonnade, ouais, effectivement sur la. Ils sont allés le voir après pour lui dire t'as pas le droit de chambrer. Enfin, ils ont commencé à s'en prendre à lui. C'était vrai, c'était le baptême qu'il fallait peut-être pour lui en Ligue 1, ce premier quart d'heure, Ilyes. Ouais, Luis Enrique n'a pas précipité sa première sous les couleurs du PSG. Je regrette en fait qu'il n'y ait plus de Coupe de France, parce qu'on aurait eu l'occasion de le voir vraiment plus là avec ses matchs en moins en deuxième partie de saison. Je pense que son temps de jeu va quand même être assez limité, mais quand même je pense qu'on aura l'occasion de le voir, notamment parce qu'il va profiter de l'indisponibilité de Quentin Djantou. Donc ça pour lui il faudra saisir ces minutes. En tout cas, oui, Luis Enrique a parlé de lui juste avant le match contre l'OM. On l'a signé pour 5 ans, on ne l'a pas signé pour 2-3 matchs. Donc, ce qu'on a vu de lui hier pendant 15 minutes, c'est positif. On savait que c'était un joueur de ballon de toute façon. Maintenant, on en demande forcément plus. C'est facile après coup, mais quand il a dit ouais, on va pas le voir tout de suite, c'était certain qu'on allait le voir contre Marseille. Ah ouais, bien sûr. Alors, je pense que c'est en fonction du scénario du match quand même. Ouais, mais franchement, il y a trop de trucs où Luis Enrique, quand il dit. Alors déjà, moi, la phrase de Luis Enrique qu'il faut retenir depuis le début de son arrivée à Paris, c'est « je mens ». Ne m'écoutez pas, je mens tout le temps, et qu'il n'y a que mes actes qui... Et quand il te dit oui, vous inquiétez pas, il y a le temps, etc., tu peux être certain que tu vas le voir. Tu vas le voir après. En tout cas, ce qu'on constate aussi, parce qu'hier il est venu en conférence de presse. Il est venu en zone mix, ouais, justement, et il a dit que le fait que Luis Enrique accorde autant de temps de jeu et de confiance aux jeunes joueurs, c'était vraiment un argument pour lui pour choisir le PSG. Donc par sa venue directement, ça peut aussi pousser d'autres jeunes grands talents d'Europe et du monde à venir au PSG. Et à se dire effectivement qu'il faut venir au PSG. Je vous fais très rapidement, parce que ça a été court son passage, mais voilà, c'est toujours frais de l'avoir. Je suis très content, mes coéquipiers m'ont aidé depuis le premier jour, je me suis senti très à l'aise. Vos impressions sur le Parc des Princes, tu m'étonnes. C'est pas le Spotify machin truc Camp Nou là. Incroyable, j'avais très envie de venir ici et de découvrir, mais en tout cas il a surtout dit que le PSG était le meilleur endroit pour lui pour se développer et pour grandir. C'est ce qu'il a souligné. Voilà les amis, vous savez quoi, je sais, on aurait pu, parce que on n'a même pas parlé du meilleur joueur, Warren Zaïre-Emery. Attention, numéro 33. La course pour février a commencé. Tout à fait. En tout cas, voilà, notre Warren a été excellent aussi hier soir. Et il y a d'autres joueurs dont on n'a pas parlé, mais le débrief est terminé, les amis. C'est fini pour nous. Il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un énorme et immense merci à Matt Fort, à Ilyes, qui est Peters qui était avec nous, et avec Romain Bédouc, qui m'ont fait le plaisir de m'accompagner dans ce débrief qui était succulent.
on s'est régalé. C'était un grand cru. Ce 5-0, on a aimé. On remercie nos amis marseillais. J'espère que la route n'a pas été trop difficile pour le retour. Quoique, ça fait aussi toujours plaisir. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle une chose, les petites étoiles pour toutes les plateformes de téléchargement. Vous nous notez, vous mettez vos appréciations. Vous nous dites un petit peu ce que vous pensez aussi de nos débats. Et les viewers, vous n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est très important, des pouces, des likes. Et pour nous pousser sur les algorithmes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Lucas pour la réalisation de ce podcast. Il est temps de débrancher cette tribune. À la prochaine.